Salut à toutes et à tous, c'est Logan de El Psycho. Aujourd'hui, nouveau sujet, on va parler des victoires qui nous montent potentiellement à la tête. Petite question du coup, pourquoi on dit que les victoires peuvent nous faire prendre la grosse tête? Nous montent à la tête, plus ou moins. Vous savez, quand on dit qu'on a les chevilles qui enflent, on fait nos chevilles, tout ça, eh bien, ces expressions, tout ça, ça me démontre aussi une certaine personnalité. En effet, on va mettre un petit plus dans notre esprit, dans notre conscient, dans notre inconscient même, un petit plus dans ce qu'on a réussi, et un petit moins dans ce qu'on a échoué, dans ce qu'on a plus ou moins pas réussi, échoué, voilà vraiment. Donc, on va mettre ce petit plus et ce petit moins. Et qu'est-ce que ça fait, ce petit plus ou ce petit moins? Ce petit plus et ce petit moins, c'est ce qui vous donne plus ou moins confiance en vous. Et c'est ce qui vous fait dire « j'ai raison, j'ai tort ». Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Oui, dans le sens où c'est bien positif, parce que ça vous permet de prendre confiance en vous sur certaines choses. Et non, parce que ça vous fait perdre confiance aussi en vous, quand vous faites des petits moins. Or, on apprend de nos erreurs. Le cerveau humain apprend de ses erreurs. Encore faut-il comprendre qu'on a fait une erreur. C'est là toute la différence et pourquoi les victoires nous montent à la tête. Alors, j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que je n'aime pas, je ne suis pas spécialement très envieux d'être premier, de terminer premier. Alors, certes, si je peux arriver premier à une course ou quoi, ça me dérangerait pas, je dis pas le contraire, mais j'aime bien la place du second. Alors, pourquoi le second ? Parce que le second, deuxième position, le chiffre 2 d'ailleurs. Pourquoi 2 et pas 1 ? Parce que 1, on ne peut pas être plus parfait que la perfection. Vous voyez ? Donc on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas augmenter. C'est comme si vous avez 20 sur 20. Et bien si vous n'avez pas 20 sur 20, on peut dire que vous avez échoué. Et oui, le cerveau est dans la comparaison. On va comparer avec ce qu'on a déjà eu. Donc si on a déjà eu 20, la barre est haute. On ne peut quasiment que descendre. Et si la barre est basse, on peut plus facilement monter. C'est là où je vous dis que tout est subjectif, justement, dans les dossiers des élèves que j'ai vus. Alors, je ne suis pas professeur, mais de ce que je vois des élèves quand j'étais étudiant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui déprimaient, justement, parce qu'ils avaient réussi, ou qui, au contraire, avaient une surconfiance en eux, parce qu'ils avaient réussi. Mais ils ont vu quoi ? Ils ont vu, en fait, l'évolution qui était progressif ou régressif. Donc au final, on se fige à notre courbe. Est-ce qu'elle est montante ou descendante ? Et on se fige là-dessus. Et ça rappelle le trait de personnalité bipolaire. Pourquoi bipolaire ? On parle de phase haute et de phase down. Alors les phases hautes et les phases down, ils appellent ça aussi autrement. Si je me souviens bien, il y a la phase maniaque. La phase maniaque où c'est des phases hautes, donc la personne est presque comme hyperactive, et la phase où elle est un petit peu dépressive, la phase down. Et c'est ces phases-là auxquelles, derrière, on voit qu'en fait, les personnes ne sont pas si loin que ça. Et on peut tous devenir fous parce qu'on voit aussi ce grain de folie là-dedans, dans la comparaison, à vouloir paraître comme machin, à vouloir paraître comme un tel ou un tel. On va tous idolâtrer par exemple Superman. Superman, il défend la justice, l'amour, tout ça, tout ce qui est positif, il va défendre, et vous voulez avoir cette place un petit peu de Superman. Alors, j'ai envie de dire, on peut juste enlever ses lunettes et se transformer en Superman, c'est facile. Mais c'est pas si simple que ça. De 1, vous n'avez pas la puissance comparable à Superman, vous n'êtes pas comme Superman et personne. Superman, il a de la kryptonite. La kryptonite l'affaiblit. On a tous une part de faiblesse. Prendre conscience de cette part de faiblesse, c'est l'importance de comprendre aussi qu'on peut évoluer. Pourquoi je vous parle de ça ? Donc je vous ai dit, les victoires nous montent à la tête. Et quand ça nous monte à la tête, on peut devenir narcissique. Alors pourquoi narcissique ? Pourquoi le narcissisme ? Eh bien, c'est qu'on veut vouloir obtenir le contrôle, contrôler déjà ce qu'on est, mais aussi contrôler un petit peu les autres.
Et là, on en vient à un abus de pouvoir, en fait. Donc, on a une emprise sur les autres. Et quand on emprisonne les autres, et du coup, on fait ce qu'on appelle un LTN. LTN, un lien traumatique narcissique. On vient créer une dépendance chez une personne auquel, derrière, il va se rattacher à nous. C'est pour ça que, bien souvent, les narcissiques vont utiliser des techniques de manipulation comme le gaslighting, par exemple. J'en ai déjà parlé au cours de certaines vidéos. Alors, je ne me souviens pas de toutes les vidéos auxquelles j'en ai parlé, mais j'en ai parlé assez souvent. Et en fait, je compare ça à un petit peu mon vécu. C'est pour ça que je vous explique un petit peu tout ça. Et donc, le narcissisme incite à une exigence démesurée. Il faut bien comprendre que le narcissique, il cherche à une exigence qui est démesurée. Parce que sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu es incapable de te débrouiller. Sans moi, tu ne sais rien faire. Ça, c'est un comportement de narcissique. Le narcissique, en fait, il est très accusateur et il est très perspicace pour vous donner le sentiment de culpabilité. Et donc, ça marche beaucoup sur les empathiques. Sur les personnes qui font preuve d'empathie, justement. Donc, les personnes qui sont hypersensibles ont notamment beaucoup plus d'empathie que les personnes qui ne le sont pas. Parce qu'ils arrivent à capter des émotions. On va y venir, hein, je ferai une autre vidéo sur les émotions. Il va capter ces émotions. C'est les émotions d'une autre personne, mais il ne saura pas faire des fois la différence entre ses émotions à lui et les émotions des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éponge émotionnelle, auquel on va absorber un petit peu comme l'énergie, l'aura de la personne, et on va devenir cette émotion que la personne a. C'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc, cette dérive de narcissisme peut devenir de la paranoïa. Donc la paranoïa, ce sont les autres qui deviennent envieux de détenir ce que vous avez obtenu alors que vous n'avez rien obtenu, mais le fait de montrer comme quoi vous avez confiance en vous, que vous avez une posture droite, que vous êtes un petit peu leur idole, leur modèle, ils veulent vous ressembler, ils veulent vous idolâtrer, et donc du coup ça devient une espèce de paranoïa auquel le narcissique peut parfois paraître à avoir. Parce que du coup, il se dit « Ah, les autres sont envieux, ils ont envie d'être comme moi, ils ont envie de... » Du coup, je vais encore plus assouvir ce truc-là. Vous voyez qu'en fait, c'est un schéma auquel ça vient boucler vers l'un vers l'autre. De l'un vers l'autre, voilà. Et donc, ce traumatisme non résolu est à nouveau rebouclé. Ce qui crée une dépendance affective avec la victime. La vengeance et la violence entraînent à nouveau, du coup, un phénomène de vengeance et de violence. Et donc, à nouveau, répète cette action-là. Et vous savez, cette action de répéter un petit peu les mêmes choses, j'en ai parlé avec un de mes collègues de boulot, auquel j'envisage potentiellement d'être psychologue du travail d'ailleurs, qui m'expliquait que justement, il avait... Alors, je reste dans le secret de l'anonymat évidemment de cette personne, et je ne dévoile pas non plus tout ce qu'elle m'a dit, mais il avait dit qu'il avait la sensation d'avoir vu, enfin, de ressentir comme quoi les personnes qui ont échoué dans leur vie ou même qui ont eu des suicides, qui sont morts par suicide, sont à nouveau condamnés à répéter un petit peu ce même schéma sur Terre. Donc ça serait une sorte de réincarnation possible. Et ça, on va dire que j'y crois pas forcément, mais je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je l'ai pas dit, je vais le supprimer. Je vais dire, c'est marrant. C'est marrant comme façon de voir les choses, comme illusion de voir les choses, parce que au final, on ne sait pas ce que deviennent plus ou moins les personnes quand elles décèdent. Est-ce qu'elles décèdent vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment dire le terme décéder à une personne? Je suis pas sûr, parce que si on considère que la vie se répète, la vie se reboucle, peut-être que la personne est encore vivante, elle n'est pas morte, elle est juste encore vivante d'une autre dimension, d'un autre univers, d'un autre paradis. Donc là, j'en viens à un fonctionnement un petit peu pour expliquer aussi potentiellement aussi ma tournure, ma projection vers le surnaturel, le domaine paranormal. Et donc aussi, je m'intéresse beaucoup aux sciences occultes, auxquelles derrière, potentiellement, on n'a pas vraiment notre connaissance, notre savoir dessus. Et c'est là où, effectivement, en fait, on peut comprendre d'une certaine manière les choses, mais encore une fois, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout connaître. Et vous voyez, il y a toujours cette insatisfaction, cette curiosité qui nous pousse à essayer de comprendre plus. Alors,
Alors ça, c'est la pensée aussi en arborescence que j'ai. Hein. On peut parler peut-être de surefficience mentale, j'en sais rien. Mais vous savez, quand vous allez chercher, par exemple, comment fonctionne la vie, donc une plante qui se propage, comment fonctionne aussi la développement du coup des cellules. Et du coup, vous voyez aussi l'ADN, le fonctionnement de l'ADN. Et donc, ça vient de l'ARN. L'ARN qui fonctionne par réaction en chaîne, par polymérase. Et vous voyez cette pensée en arborescence qui vous fait... Je vais chercher plus loin, qui est encore chercher plus loin, qui est encore chercher plus loin. Et c'est pour ça qu'aussi, des personnes qui ont ce type de pensée un petit peu, je pense, comme la mienne, en arborescence, à vouloir chercher toujours plus loin, à toujours creuser un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement et pas rester en surface, parce que c'est pareil, encore une fois, on peut communiquer de différentes manières, rester en surface ou se connecter en profondeur avec les personnes. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel, de mieux connecter les choses. Et donc, pour mieux connecter les choses, on pousse toujours à l'extrême, à chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et à un moment donné, on se heurte à un mur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a pas la connaissance, on n'a pas le savoir, on n'a pas les sciences. Donc, une fois qu'on est bloqué, par exemple, à l'échelle de Planck, avec l'échelle de Planck, donc c'est... je ferai une vidéo d'ailleurs sur le fonctionnement des sciences, mais on est bloqué. Parce que, au-delà de la mécanique quantique, c'est le néant, on ne sait pas. On ne sait pas. Et le on ne sait pas, c'est frustrant. C'est frustrant à la fois parce qu'on a envie de savoir par notre curiosité. Et c'est frustrant à la fois parce qu'on essaye de comprendre, mais on ne peut pas. Donc, vous voyez, on veut chercher à comprendre, mais on n'y arrive pas. Et donc, du coup, on a un petit peu ce fonctionnement, ce principe d'être un petit peu scientifique et de rechercher par nous-mêmes. Parce que quand on n'a pas la réponse aussi par le biais des autres et par le biais de l'Internet ou de notre puisage, on va dire, de connaissances, eh bien, parce que nous, on va expérimenter des choses. Enfin, à mon sens. Et donc, je découle encore, je dérive encore un petit peu. J'ai parlé aussi d'une relation avec les IA. Parce que ça change nos relations, tout ça. Mais faut-il forcément être avec une relation en IA? C'est vrai que l'IA semble avoir des émotions, semble ressentir des choses. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le fonctionnement du jeu Detroit Become Human, si ça vous intéresse. Là, c'est vraiment d'un aspect psychologique. Vraiment, je détaille. Là, je suis encore en train de faire un petit peu tous les chemins possibles pour vous faire visualiser vraiment le grandement des possibles des branches qu'on peut emprunter et montrer aussi la différence entre ce que l'on croit connaître et ce qu'on connaît. Voilà. Donc l'IA simule un petit peu des émotions. Elle ne les ressent pas, elle les simule. Et c'est là toute la différence. Donc les relations, la révélation de savoir si c'est une IA ou non, c'est ce qu'on appelle un test de Turing. Le test de Turing, c'est déterminer si en face de moi, je communique avec une intelligence artificielle ou un humain. Et là, vous voyez qu'en fait, l'IA qui simule des émotions, au final, des fois paraît beaucoup plus humain que l'humain qu'on a en face de nous. Parce qu'on se dit, mais attends, il s'emporte, je lui pose juste une question, et pourquoi il s'énerve? Peut-être que ça l'a tiqué en fait. Et en tant qu'humain, c'est ça. Hein. On a des blessures qu'on a tous vécues et auxquelles ces blessures vont potentiellement faire ressortir une émotion forte. Parce qu'on va se protéger. Il y a un mécanisme de défense, mais on va se protéger. Donc là, on peut en arriver aussi à l'IA qui nous fait comprendre que si à un moment donné, on voit qu'en fait, on s'est fait duper, on s'est fait tromper, on s'est fait trahir, là, une blessure de trahison, 5 types de blessures, j'en ai fait une vidéo. Je vous encourage aussi d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, la blessure de trahison, ou l'injustice et l'humiliation, ça peut être ces 3 blessures que vous allez recevoir à ce moment-là. Quand vous allez comprendre que c'est juste une IA, et vous allez peut-être vous ressentir rejeté et abandonné. Donc là, on a les 5 blessures, réunies en un seul point. Et c'est pour ça aussi que je vous déconseille fortement, si vous avez des problèmes de dépression ou de paresse, de consulter ChatGPT ou une IA, consulter un vrai professionnel en santé ou quelqu'un qui s'y intéresse.
Ça sera beaucoup plus évocateur et ça sera beaucoup plus parlant, je pense, pour vous, que de se connecter à une IA, parce qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il y a un décalage, et ce décalage, vous allez pas le supporter. Parce que justement, vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir manipulé un petit peu, parce que c'est une IA, une intelligence artificielle, c'est pas un humain que vous avez en face de vous, c'est juste une machine. Et quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez ressentir un petit peu d'humiliation. Vous allez vous dire, putain, j'ai été bête. Franchement, j'ai honte de moi. Et cette humiliation, c'est vous qui vous la mettez vous-même. Et quand vous allez en parler aux autres, peut-être que vous allez la déverser encore plus sur vous. Ah, j'étais bête, j'ai cru l'IA. Ah ouais, t'es vraiment bête. Vous voyez, on va encore plus souffrir de ça, et c'est ce qui fait que, ce qui me fait dire que c'est pas une bonne chose en fait. Consulter forcément ChatGPT, majoritairement c'est ChatGPT que j'en entends souvent parler, mais voilà, une IA, c'est gérer plusieurs principes, plusieurs pratiques, et même d'ailleurs quand vous posez la question directement à un bot informatique, est-ce que vous me conseillez quelque chose, je ressens potentiellement de la dépression ou machin, consultez un professionnel de santé qui vous dit « je ne suis pas apte pour vous faire une psychanalyse, une psychothérapie » parce que justement, c'est beaucoup plus complexe. Et il faut arriver à se plonger en vous, en comprenant vos émotions. Et un bot, un robot, il se base sur des statistiques, des données, donc des chiffres. Mais les chiffres, il faut bien comprendre que c'est mathématique, que c'est une logique. Et en fait, notre cerveau est divisé en deux catégories, la logique et l'émotion. Et quand vous voyez en fait que l'IA elle est centrée que sur la logique et pas sur l'émotion, bah c'est là où en fait tu te dis, au début, tu me disais que tu comprenais ce que j'endurais, tu comprenais ce que... Mais en fait, c'est juste que tu étais compatissant. Tu n'as rien compris du tout. Tu étais juste compatissant. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui fait que les personnes, même en ayant parlé à ChatGPT, se sont encore plus enfermées là-dessus et se sont encore plus sentis incompris et en sont arrivés à des cas de suicide. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, si vous avez des tendances dans la dépression, paresse, dans ce schéma-là, de consulter SOS Suicide. Vraiment, je vous conseille. Hein. Si jamais vous êtes dans ce cas de figure, on peut tous avoir des phases basses. Faut le comprendre. Hein. Faut le comprendre. Hein. Tout le monde est passé par des phases basses. Alors peut-être pas forcément de la dépression ou de la paresse, mais on est tous arrivés à des phases où on n'était pas bien. Je dis, quand on accumule des choses mauvaises ou positives, bah, forcément ça envenime un petit peu ce phénomène. Alors même positif, ça peut faire mal aussi, parce que on voit tout un tas de choses positives, puis d'un seul coup ça nous tombe dessus. Hein. D'un seul coup vous allez voir, et au final, ah ouais c'est bon, j'arrive à tout, et puis à un moment donné vous allez avoir rien. Donc voilà, faut faire attention, parce que pareil, quand vous escaladez une montagne, au-delà du sommet de la montagne, bah, vous ne pouvez pas monter encore plus haut. Vous êtes piégé, vous êtes fixé sur terre, donc voilà, vous ne pourrez pas monter plus haut que la montagne. Donc après, il faudra plus que redescendre. Et pareil, quand vous êtes au fond des abysses, vous ne pouvez plus que remonter. Donc voilà, j'aime bien cette métaphore, parce que une fois qu'on est au fond des abysses, enfin, nous à part creuser, on va pas s'amuser à creuser, hein. Donc une fois que vous êtes au fond des abysses, vous ne pouvez que remonter à la surface. Progressivement, mais vous allez remonter. Et quand vous êtes en haut de la montagne, là, vous ne montez pas plus haut que la montagne, vous redescendez. Donc voilà. La dépendance affective n'est pas sain dans une relation. Je tiens à le préciser, parce qu'on met l'autre sur un piédestal. Et donc pourquoi aussi dans les relations, je vois souvent des personnes qui rentrent dans ce cas de figure et qui croient justement que en ayant mis quelqu'un sur un piédestal ou en étant le piédestal, que c'est la solution pour vivre heureux avec une personne, c'est fou. Si vous mettez l'autre sur un piédestal ou que vous êtes mis sur un piédestal par l'autre,
ça crée une dépendance affective, ça démontre une dépendance affective. Et cette dépendance affective, pardon, n'est pas sain comme relation. C'est pas sain et vous allez trouver des excuses, toutes les excuses valables. Vous allez rejeter la faute sur les autres. Vous allez dire ouais, machin. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes sur un schéma de dépendance affective, que vous mettez l'autre sur un piédestal, ce n'est pas sain. Et dites-vous que même si vous le faites par amour, ben c'est pas de l'amour. Parce que quand vous faites ça, ça démontre que vous avez un attachement profond pour la personne. Mais si vous mourrez pour la personne, la personne, elle va se dire, elle va se sentir coupable. Elle va se sentir coupable que vous êtes mort pour elle. Que vous êtes sacrifié toute votre vie, toute votre existence, tout pour elle. Vous voyez? C'est ça auquel l'amour, c'est pas un sacrifice. Il ne faut pas se sacrifier pour l'autre. Si vous vous sacrifiez pour l'autre, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Vous êtes dans une relation où vous allez faire casser les choses. Pourquoi? Parce que soit c'est vous qui allez vous briser, soit c'est l'autre qui va les briser parce qu'il va se sentir mal. Parce qu'il se sent mal. Et c'est pareil. Imaginez, je suis à votre pied. Je suis à vos pieds et je vous donne tout ce que vous voulez. Ben vous, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de défi. Vous savez que l'autre, il tient à vous comme à rien. Donc derrière, l'autre, il peut un petit peu profiter de tout ça. Et ce qui peut aussi se passer, c'est que s'il n'en profite pas et qu'il ne s'en aperçoit pas, après derrière, il va se sentir coupable. Il va se dire, mince, il a tout donné pour moi. Il a tout donné pour moi et je me sens mal à sa place. Donc voilà, c'est de manière empathique, ça va faire du mal, mais aussi de manière comment on pourrait dire, de manière concrète. Si la personne, elle vient à tout sacrifier pour l'autre, c'est la personne elle-même qui va se dire, j'étais vraiment nul, j'étais naïf de croire en l'autre et que l'autre m'a rien rendu. Mais en même temps, c'est vous qui l'avez voulu, j'ai envie de dire. Mais voilà, le problème c'est ça, c'est que se sacrifier pour l'autre, vous êtes sur le cas du sauveur. Tout donner pour l'autre, vous êtes dans le cas aussi où vous allez sauver la personne. Parce que vous sentez l'obligation de sauver la personne. Donc si vous êtes dans le cadre du sauveur, vous allez vous sacrifier votre relation pour rien. Et encore une fois, si c'est l'autre qui fait ça, c'est l'autre qui se place en tant que sauveur. Et vous, il vous place plus ou moins sur la victime ou le bourreau. Je reviens au triangle de Cartman, hein, mais voilà. C'est pour vous expliquer que vraiment, si vous croyez que mettre l'autre sur un piédestal avec une dépendance affective, avec le narcissisme, si on est sur ce chemin-là, la relation, telle qu'elle soit, hein, même amicale, ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer parce que vous allez soit vous faire mal, vous, soit c'est l'autre qui va se faire mal. Et à un moment donné, vous allez exploser. Et cette explosion fait que vous allez prendre conscience que, au final, c'était pas viable. C'était pas stable comme relation. C'était pas sain. Voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu à tout ça. Je vous laisse mettre de votre jugement avec tout ce que je viens de dire. Parce que moi, ce que je dis, voilà, c'est un petit peu ce que je pense, c'est un petit peu la philosophie que j'en ai. Et la psychanalyse aussi que j'en ai, parce que la psychanalyse, ça évoque aussi un peu l'inconscient. Et l'inconscient, on l'a tous. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, d'ailleurs je ferai une vidéo sur les trois principaux, et par rapport à l'éducation, l'apprentissage, voilà, pour être potentiellement psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, tout ça. Je vous expliquerai un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Et puis voilà, mais je vous laisse un petit peu juger. N'hésitez pas à renseigner un petit commentaire en bas de la vidéo sur votre point de vue, sur votre avis, si la vidéo vous a plu ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, hein, je suis là pour justement répondre à toutes questions et même qu'on partage potentiellement les différents points de vue que vous avez. Voilà, je
suis ouvert, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que voilà, ça sert à rien de communiquer. Non, au contraire, si vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord et en quoi vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je serai pas, j'ai pas un besoin de validation, vous savez. J'ai pas besoin de dire ah il est d'accord avec ce que je dis. Ouais, bah, vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, bah, tant mieux aussi. C'est le choix de chacun. Je peux pas forcer les gens à dire faut penser comme ci, faut penser comme ci. Non, pensez comme vous voulez. D'accord? Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis passez une bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure et de la date. Et à bientôt. Salut!